Tu t'es déjà demandé comment certains agents rentrent des mandats en automatique pendant que tu galères avec la prospection? La réponse est assez simple, hein, c'est le marketing en ligne. Mais je sais ce que tu te dis, hein, ça a l'air compliqué, tu ne sais pas par où commencer. Alors je vais te partager 15 concepts concrets pour attirer les vendeurs au lieu de continuellement courir après. J'ai utilisé ces méthodes pour aider une agence franchisée à générer plus de 138 000 euros de commission en un mois. Et pour faire au plus simple, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus fréquentes qu'on a pu me poser sur le marketing IMO, afin que toi aussi tu puisses appliquer ces concepts au plus vite. Ok, premier grand thème, maximiser la transformation des visiteurs en leads. Quelle est la stratégie la plus efficace pour transformer les visiteurs de mon site web en leads vendeurs qualifiés? Alors, la stratégie la plus efficace, c'est de récupérer le plus vite possible les informations de tous les visiteurs du site web. Donc la plupart du temps, une agence immobilière, elle a ce qu'on appelle un site vitrine. Ça veut dire un simple site où elle va présenter son service et mettre ses coordonnées pour qu'on l'appelle. Bah, ça, c'est, on va dire, le niveau 1. Il n'y a aucun moyen de capturer les données du prospect, des visiteurs, et ils ne peuvent même pas nous laisser leurs coordonnées. Ils sont obligés de prendre leur téléphone ou de nous envoyer un mail. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que plus on crée de friction entre le moment où la personne doit nous contacter et le moment où on la contacte, ou le moment où la personne veut nous contacter ou le moment où on la contacte, moins on va avoir de contact. Donc le plus simple, c'est au moins de mettre un petit formulaire pour que la personne puisse nous contacter simplement. Évidemment, dans l'idéal, on voudrait capturer le maximum d'informations. Donc ce qu'on va faire, c'est demander par exemple à la personne de laisser ses coordonnées en échange d'un guide pour bien vendre sur le secteur où vous êtes, ou un guide de 15 conseils pour parfaitement louer son bien en fonction de vos objectifs. Évidemment, l'étape aussi au-dessus, c'est l'estimateur en ligne. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment optimiser mon estimateur immobilier en ligne pour maximiser le taux de conversion en rendez-vous d'estimation. Donc ça, une fois qu'on a un estimateur en ligne, souvent le problème avec certains estimateurs en ligne, c'est qu'ils sont beaucoup trop longs. Ça veut dire qu'entre le moment où la personne a envie de faire une estimation et le moment où elle reçoit sa réponse, c'est 5-10 minutes. Elle a dû aller chercher exactement certaines informations. Il y a plein de données qui lui sont demandées. Alors qu'en réalité, pour faire une estimation, parce que malgré tout, l'estimation en ligne va rester approximative, même si on a un maximum d'informations, il faut demander les informations les plus importantes. Donc ce qu'on veut dans une estimation en ligne, c'est savoir le nombre de mètres carrés, si c'est une maison ou un appartement, l'adresse, et en réalité, on n'a pas, et oui, à la limite, on peut savoir aussi si le bien a été rénové récemment, enfin, son état, mais on n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations que ça. Alors, ce qu'on veut évidemment aussi, c'est le nom, le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone de la personne, parce que sinon on ne peut pas la recontacter. Mais en fait, on devrait s'arrêter là. On ne veut pas plus d'informations que ça. C'est pour ça que l'estimateur, pour maximiser le taux de conversion en rendez-vous d'estimation, il faut déjà avoir un maximum de personnes qui veulent remplir l'estimateur jusqu'au bout. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous avez forcément ces stats-là, mais le nombre de personnes qui commencent par remplir l'estimateur et le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout de l'estimateur, il y a une grosse perte. Donc il faut aussi réduire à cet endroit-là la friction. Comment structurer une page d'atterrissage, donc une landing page, dédiée à l'estimation pour obtenir un taux de conversion supérieur à 20%. Alors le concept de landing page est très important. Donc au lieu d'avoir une page d'accueil générique qui présente votre agence, votre activité, qui vous êtes, etc., on va faire une landing page, une page, en gros c'est une page qui est vraiment à un seul objectif. Là en l'occurrence, faire en sorte que le visiteur de cette landing page vous laisse ses coordonnées pour une estimation. Et donc la question c'est comment on structure au mieux pour obtenir un maximum de conversions. Donc le maximum de personnes qui vont sur cette landing page, dans ce cas-là pour obtenir son estimation, remplissent le formulaire jusqu'au bout et vous donnent leurs coordonnées. Donc le plus important, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Une bonne landing page, par exemple, on ne veut pas de menu. Même si c'est sur votre site, si on peut enlever le menu, on l'enlève. On ne veut pas que la personne soit distraite pour aller voir qui êtes-vous, quoi que ce soit, les biens que vous avez actuellement. Non, la landing page, on n'a pas de menu, on a un titre, une explication rapide et le formulaire d'estimation. Point. Ça va marcher, c'est ce qui va marcher au mieux. Attention, comme je l'ai dit juste avant, le formulaire d'estimation, il faut qu'il soit aussi le plus simple possible. Donc maximum, on demande le strict minimum, je veux dire, en termes d'informations personnelles, l'adresse, le nombre de mètres carrés, l'état du bien, et c'est tout. Quelles informations essentielles dois-je collecter via mes formulaires en ligne pour évaluer la motivation et la maturité d'un lead vendeur?
Alors quand on commence à avoir beaucoup de volume, beaucoup de personnes qui remplissent notre estimateur en ligne et qu'on n'a pas forcément le temps d'appeler tout le monde, de relancer tout le monde, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un filtrage supplémentaire en amont et ce filtrage va nous permettre d'identifier la maturité d'un lead vendeur. Donc la maturité, c'est à quel point ce lead va passer rapidement à l'action, donc signer un mandat avec nous le plus vite possible. Donc comment on va évaluer ça? Dans l'immobilier, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est simplement de rajouter le délai de vente. Donc quel délai idéal de vente vous avez pour votre projet? Quel est le délai idéal? Donc si la personne dit plus de 6 mois, à ce moment-là, vous ne rappelez pas. Simplement, c'est que la personne n'est pas encore mature. Alors, dans l'idéal, il faudrait que cette personne rentre quand même dans un système où vous entretenez ce lead durant les 6 prochains mois pour qu'ensuite vous pouvez l'appeler au bout de 6 mois. Mais c'est comme ça qu'on va créer un premier filtrage. Comment puis-je utiliser le marketing de contenu? Donc le marketing de contenu, c'est tout ce qui est le fait de poster sur les réseaux sociaux pour me positionner comme l'expert de référence dans mon secteur et attirer des mandats exclusifs. Alors, pour se positionner en tant qu'expert dans un secteur, le plus important, c'est d'être présent tout le temps. Sur les réseaux sociaux, vous devez poster le plus régulièrement possible. En fait, en postant et en étant pertinent dans ce que vous postez, vous allez devenir en fait incontournable dans l'esprit de vos prospects et vous allez naturellement vous imposer en tant qu'expert du secteur. Comment la preuve sociale, témoignage, avis, peut-elle être intégrée dans mon tunnel de conversion pour rassurer les propriétaires vendeurs? Alors pour moi, le meilleur moyen d'intégrer la preuve sociale dans le tunnel de conversion, c'est de la mettre en amont du rendez-vous. Donc après la prise du rendez-vous d'estimation au téléphone et avant le jour J du rendez-vous, vous allez envoyer les preuves sociales par email directement au prospect. Ça va le rassurer sur votre professionnalisme. Alors évidemment, les preuves sociales doivent être présentes sur Google My Business, donc sur votre fiche Google, sur les sites d'avis aussi immobiliers, c'est très important. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui consulte les avis avant les rendez-vous. Par contre, une fois que le rendez-vous a été pris, la personne va quand même commencer à s'intéresser à vous. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut montrer les preuves sociales et il ne faut pas laisser passivement la personne aller aux preuves sociales, il faut lui mettre les preuves sociales sous le nez. Donc on lui envoyait des mails avec les preuves sociales dedans. Vidéo. Comment l'utilisation de la vidéo, témoignage de vendeur, peut-elle accélérer la prise de décision d'un propriétaire à me confier son bien? En fait, la vidéo sera toujours un meilleur effet que simplement un petit message. Donc si avec un vendeur, vous pouvez tourner une petite vidéo où il est super, où vous êtes par exemple côte à côte, hein, je veux dire en mode selfie, où vous êtes tous les deux extrêmement satisfaits du projet, lui il est très content parce que ça s'est vendu vite, ça s'est vendu comme il voulait, ça va avoir beaucoup plus de poids que quelqu'un qui a, allez, 5-10 avis sur sa fiche Google, mais en fait on ne sait pas vraiment c'est quoi les avis, il y a juste écrit 5 étoiles, mais il n'y a pas plus d'écriture, il n'y a pas plus de commentaires. La vidéo a vraiment un poids parce que ça rajoute vraiment une connexion humaine. Offre différenciante. Alors là, c'est très important, c'est un concept vraiment important. Comment puis-je utiliser les données de mon marché local pour créer des offres et des services uniques et différenciantes pour les vendeurs? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites la même chose que tout le monde, bah, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Donc si vous proposez simplement une estimation en ligne avec rien de plus, ou juste une estimation avec rien de plus, bah, vous allez avoir les mêmes résultats avec évidemment la couverture, vu que vous allez beaucoup plus communiquer, que ce soit avec le marketing de contenu, la publicité, vous allez être beaucoup plus présent, mais vous n'allez pas avoir non plus des résultats exceptionnels. Il faut mettre en avant une offre différenciante qui fait que pourquoi, concrètement, ce vendeur vous appellerait vous plutôt qu'un autre qui propose l'offre générique, par exemple une estimation, une prise de mandat, et c'est tout. Si par exemple vous offrez tout ce qui est frais de home staging, on commence à créer une offre différenciante. Là, l'idée, c'est vous devez analyser votre marché local, et ça, c'est vous qui savez, vu que vous êtes en contact avec les vendeurs, vous connaissez leurs problématiques, et ça, c'est spécifique à chaque secteur, vous connaissez les problématiques, et si vous arrivez à adresser une offre hyper spécifique à cette problématique-là, vous allez vraiment commencer à générer énormément d'attraction autour de votre activité. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à remplir vos estimateurs, qui vont vous contacter parce que vous avez cette offre. Maîtriser l'acquisition et l'efficacité financière. Alors, achat versus génération. Ça, c'est aussi une grande question. Faut-il privilégier l'achat de leads, donc via certaines plateformes spécialisées, donc de leads mandat qualifiés, donc c'est pour les vendeurs, hein, ou investir dans la génération de leads propriétaires. Donc là, lead propriétaire,
ça serait par exemple que vous avez un site et c'est les gens qui viendraient à vous et donc vous serez propriétaire des données des gens. Parce que dans l'achat de lead, vous n'êtes pas propriétaire parce que chaque lead que vous achetez sur une plateforme de lead est revendu à d'autres agents. C'est ça, il faut en avoir conscience. Via mes propres canaux. Alors, pour moi, il n'y a pas photo. À partir du moment où vous savez, et c'est assez simple de comprendre comment fonctionne la génération de leads propriétaires via Google Ads ou Meta Ads, ça vous coûtera moins cher de générer vos propres leads et ces leads, ils ne seront partagés avec personne. Et ça, en fait, juste ça n'a pas de prix. Parce que le prospect qui a été appelé 4 fois avant que vous arriviez pour l'appeler et que vous avez en plus payé ça 50 euros son numéro de téléphone et son projet de vente, c'est pas top top. Alors que là, vous générez un lead, c'est-à-dire que la personne vous a consciemment donné à vous ces informations et s'attend à être rappelée par vous. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de débat. L'achat de lead, si on ne sait pas faire, évidemment, pour commencer, ça peut être pas mal. Et si franchement, la plateforme qu'on utilise propose vraiment de bons leads, mais très souvent, ça va être vite très limité. Le coût peut être très cher aussi, comparé à investir dans la génération de leads propriétaire. Investir dans la génération de leads, ça peut être un petit peu lent, un peu plus lent au début, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, on en vient à la question, quel budget minimum recommandé pour une campagne de publicité en ligne visant la génération de mandats dans une zone de chalandise compétitive? De manière générale, là, dans la publicité en ligne, il faut réfléchir à l'inverse. Combien de mandats voulez-vous? Si vous voulez un mandat par mois, vous avez besoin par exemple de 3 rendez-vous d'estimation pour rentrer un mandat. Et ces 3 rendez-vous d'estimation, typiquement, alors ça après, on va dire c'est une stat un peu plus que vous n'avez pas au début, mais vous allez avoir besoin de, on va dire 15 prospects pour rentrer 3 rendez-vous d'estimation. 15 prospects qui viennent de Meta, 15 prospects qualifiés. On va dire qu'il y a un quart des prospects sur Meta qui sont pas top top, donc ça fait 20 prospects en tout, 15 prospects qualifiés, 3 rendez-vous d'estimation, un mandat. Donc à partir de là, on sait combien coûte plus ou moins un prospect sur Meta. On estime un bon coût, c'est une dizaine d'euros. Donc vous savez que là, pour un mandat, vous avez besoin de 200 euros. Ok? 20 x 10. Voilà, simplement. Donc vous savez que pour Meta, pour Google Ads, il faut comprendre que c'est différent, le calcul va être différent parce que les prospects vont être beaucoup plus de bien meilleure qualité. Ça veut dire que très souvent, quand vous allez avoir un prospect qui va rentrer, il va vous laisser ses coordonnées. Plus d'une fois sur 3, il va se convertir en rendez-vous d'estimation. Là où sur Meta Ads, on va plus être à une fois sur 5. Comparaison publicitaire, quelle est la différence de performance, taux de conversion, coût par acquisition entre un lead généré sur Facebook Ads, donc Meta Ads, ça comprend Instagram, et un lead généré par Google Ads pour un mandat? Alors, globalement, le coût reste le même. Si on prend le coût par mandat, ça va être plus ou moins le même. Ce qui va différer aussi, c'est le fait que vous ne pouvez pas dépenser 100 euros par jour sur Facebook Ads sur un secteur. Ça va être très compliqué. Vous allez pouvoir aller chercher des budgets de 15, 20, 30 euros, mais 100 euros par jour, vous allez vraiment épuiser le secteur trop rapidement et Meta Ads va être trop perdu. C'est pour ça qu'on va séparer le budget sur les deux plateformes, Facebook Ads et Google Ads. Google Ads, comme je vous ai dit précédemment, il va y avoir des coûts plus élevés. Par exemple, un prospect qualifié qui va vous laisser ses coordonnées, ça va vous coûter peut-être 60 euros, 80 euros. Alors que sur Facebook, ça va vous coûter 10 euros, 8 euros, 15 euros. Mais ce prospect sur Google va se convertir beaucoup plus souvent en rendez-vous et en mandat que celui sur Facebook. Donc d'un côté, on a Meta qui va privilégier le volume, on va privilégier beaucoup plus de volume, et de l'autre côté, on a Google qui va privilégier beaucoup plus la qualité. Réactivation. Comment puis-je réactiver les anciens leads vendeurs qui n'ont pas donné suite à une première estimation? En fait, c'est assez simple. On veut le faire automatiquement. Donc on veut qu'il y ait une séquence mail qui soit automatique. On va laisser évidemment du temps. On va laisser par exemple un mois s'écouler entre le dernier contact et ce nouveau contact. Et surtout, on veut que, de préférence, ça soit automatisé. Ça veut dire qu'il y a plein d'outils qui existent maintenant en ligne pour automatiser des mails. Et il faut que la communication soit la plus personnalisée possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous arrangiez pour que la tournure du message, il ait vraiment l'impression que vous lui ayez écrit. Pourquoi ça reste quand même important d'automatiser ça? Parce que généralement, disons que l'horizon de temps est quand même assez long, un mois entre l'estimation et la relance, la première relance.
et vous allez juste oublier, simplement parce que vous allez avoir d'autres estimations, des mandats, peut-être des ventes, et juste vous n'aurez plus la tête à ça. Alors que ce lead que vous avez acquéri, de toute façon tous les leads ont un coût, que ce soit un coût par temps parce que vous avez prospecté, ou argent parce que vous avez mis de la pub, ou aussi par temps parce que vous avez créé du contenu, ou vous avez un community manager, donc ça vous coûte de l'argent aussi. Ce coût-là, il faut le rentabiliser au mieux. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le laisser dormir pour autant. Donc, séquence automatique, la plus personnalisée possible pour ce lead vendeur, et vous attendez quand même un petit temps, vous attendez un mois, et une fois que ce mois est passé, par exemple, là, vous envoyez par exemple un message, un deuxième, un troisième, avec très peu d'intervalle cette fois entre ces messages, jusqu'à ce que vous ayez une réponse. L'indispensable rôle du CRM et de l'automatisation, donc on y vient. Quand puis-je automatiser la qualification initiale des leads vendeurs pour que mes agents se concentrent uniquement sur des prospects chauds? Donc là, c'est dans l'hypothèse que vous avez beaucoup de leads dans l'entrée, que ce soit par l'estimateur en ligne, que ce soit par vos pubs, que ce soit par votre contenu, que ce soit pour plusieurs raisons. Comment on peut automatiser la qualification initiale des leads? Déjà, l'un des points les plus importants, ça va être de faire en sorte que le formulaire soit lui-même qualifiant. Donc, si la personne n'est pas un propriétaire vendeur, alors il n'y aurait pas de raison de continuer le formulaire, donc l'estimation en ligne. Ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite, comment automatiser la qualification initiale des leads vendeurs? On pourrait penser simplement à rajouter, dans un premier temps, en haut donc juste après que la personne ait soumis l'estimation, une IA qui va qualifier cette personne via WhatsApp, simplement, ou par SMS, pour lui demander est-ce qu'elle a bel et bien un projet de vente, est-ce qu'elle serait intéressée par être contactée. Ça pourrait être vraiment une option très pertinente qui à la fois couple donc l'automatisation, l'intelligence artificielle et la qualification, pour qu'ensuite, si la personne effectivement veut être rappelée par un agent, alors les agents en dessous ne reçoivent que les leads des personnes qui veulent être rappelées. Outil technologique, quel outil là concrètement CRM, plateforme d'automatisation sont indispensables pour une gestion efficace des leads vendeurs? CRM, il en existe plein, et si jamais vous avez du mal avec les outils, il faut savoir que vraiment Trello par exemple, ça peut très bien marcher, mais un Google Sheet ou un Excel, mais Google Sheet c'est bien parce que ça peut être partagé facilement, ça fait parfaitement l'affaire. Vous faites un Google Sheet, les colonnes, et vous pouvez déplacer vos prospects sans problème dedans. Le plus important en fait dans un CRM, c'est que vous ayez une facilité d'utilisation. Si le CRM c'est super bien, il est complexe, il y a plein de trucs, mais que vous n'utilisez pas, en fait, vous perdez de l'argent. Simplement, vous payez le coût du CRM et personne ne l'utilise correctement. Et pour les plateformes d'optimisation, pareil, ça va dépendre de quel niveau d'optimisation vous voulez. S'il s'agit juste d'envoi de mail, un simple, ce qu'on appelle des autorépondeurs suffisent, si vous voulez des envois de mail programmés. Si vous voulez des automatisations de mail beaucoup plus complexes, on va avoir des N8N, des Make, des Zapier pour aller automatiser tout ça. Mais le problème, c'est que ça demande un peu de compétences techniques. Mais on a un autre mais qui est plutôt positif, c'est que on peut aisément trouver sur Internet des freelances à l'étranger qui nous font les installations de ces automatisations pour 10 euros. Voilà. Donc on peut lui demander une automatisation qui se déclenche au bout d'un mois ou pour 10 euros. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et quels sont les indicateurs clés de performance, donc KPI, à suivre pour évaluer l'efficacité de ma stratégie de génération de mandats en ligne? Alors, ce qui est le plus important, vraiment le plus important, c'est en réalité, on s'en fiche du taux de conversion. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais imaginons que vous acquérez un maximum de leads sur Facebook et que vous en convertissez 1% en mandat, d'accord? En mandat sorti. C'est ça qui est le plus important, c'est le pourcentage de mandats sortis. C'est le pourcentage de commission que vous rentrez par le canal. Donc si Facebook vous apporte, par exemple, pour un mandat sorti, ça vous coûte à peu près 700 euros. Donc 700 euros de publicité en amont, plus de coûts logiciels, on va dire, pour sortir un mandat, et que Google Ads, c'est 800 euros. C'est ça la métrique clé la plus importante à suivre. C'est combien vous coûte le fait de sortir un mandat. C'est juste ça. Le taux de conversion, après, c'est une question d'optimisation. Donc, évidemment, si jamais quelque chose ne vous convient pas, le coût est trop élevé, alors dans ce cas-là, oui, on va vouloir aller chercher, est-ce que c'est le taux de conversion? Est-ce que c'est le coût par lead en amont qui est pas bon? Est-ce que c'est... Ça, on va chercher après, mais vraiment, l'indicateur le plus précieux qu'on veut, c'est le nombre de mandats, évidemment, qu'on rentre et le nombre de mandats qu'on sort.
C'est tout. Et à partir de là, on peut mettre ça en rapport avec l'argent qu'on a mis ou le temps qu'on a mis en entrée. Par exemple, si c'est pour créer du contenu ou si c'est pour faire de la pub ou qu'on a engagé un community manager. Et combien on a généré de business grâce à ça. C'est ça les choses les plus importantes à suivre. Cette vidéo touche à sa fin, elle est assez dense, hein, mais ce sont des concepts à bien comprendre pour commencer à générer des mandats grâce au digital. Si vous avez des questions, l'espace commentaire hein, est ouvert, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez mettre en place un système complet d'acquisition de mandats pour votre activité, je vous ai mis un lien dans la description, prenez rendez-vous et on en discute. Et moi je vous invite aussi à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, et moi je vous dis à tout de suite.